14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. J'aime à rappeler que le parallèle entre l'érection chez l'homme et la lubrification chez la femme, c'est à peu près la même chose. Mais évidemment, il ne faut pas comparer l'éjaculation avec le liquide qu'émettent les femmes fontaines, parce que c'est pas tout à fait la même chose quand même. Et c'est de tout ça dont on va parler avec mon invité Christian Jamin, gynécologue endocrinologue. Alors la lubrification, bon, ok, c'est un signe d'excitation comme l'érection et de désir aussi, mais chez la femme, lorsqu'on évoque sa sexualité, il faut toujours être prudent parce que chaque femme va fonctionner un peu différemment. Donc on va faire déjà un point sur cette lubrification féminine, en quoi elle varie en fonction du cycle, de l'âge de la femme, de son désir, et puis on abordera aussi la fameuse question du point G. J'invite d'ailleurs les femmes qui l'ont rencontré, ce point G, de venir témoigner parce que ça prouve bien que ce n'est pas un mythe, même si évidemment toutes les femmes ne pourront pas en témoigner. Enfin, on pourra parler du liquide qui est émis lors du phénomène fontaine, que là encore certaines ont expérimenté, tandis que pour d'autres, bien ça reste un mystère. Vous avez envie de participer à l'émission, je vous invite donc à nous appeler au 0826 300 300 et je vous remercie parce que je ne le dirai jamais assez, c'est avec vous qu'on fait cette émission parce que sans vous, je crois qu'au bout de 2 heures, Christian Jamin, on aurait l'impression de rabâcher, non ? Oh non, on a de la ressource. Vous peut-être, mais moi je suis pas sûre. Hein. Non mais c'est vrai que c'est bon, le point G, ça s'appelle G parce que c'est un gynécologue du nom de Grafenberg qui un jour a émis cette hypothèse. On a tout entendu, hein, tout et son contraire sur ce fameux point G. Qu'est-ce que vous avez envie de dire vous en tant que médecin ? Alors j'ai envie de dire, sans vouloir vous contredire, c'est que dans les sécrétions vaginales, il y a aussi le confort vaginal qui n'a rien à voir avec la sexualité et qui est souvent très altéré au moment de la ménopause où on a perdu ses œstrogènes. Donc il y a la sécheresse vaginale de fond, c'est pas une contrepétrie. Il y a la sécheresse vaginale lors des rapports, là on est dans un problème de lubrification. Et puis il y a la lubrification qui vient aussi, qui est augmentée avant l'ovulation. Alors on peut toujours se dire que c'est pour faciliter la montée des spermatozoïdes. Oui. Enfin bref, la lubrification au sens large chez la femme, c'est beaucoup plus compliqué que chez nous, qui sommes un peu brutes de fonderie, chacun le sait. C'est-à-dire on a une érection, la femme, elle a tout un système de lubrification qui est important tout au long de sa vie. Absolument, et je peux témoigner en tant que femme, c'est vrai que parfois j'ai été surprise de beaucoup mouiller alors qu'a priori il n'y avait pas spécialement de raison et d'autres fois pas vraiment, alors que pourtant il y avait des raisons. Donc c'est pas un baromètre fiable. Hein. Ça c'est déjà important de le dire aux hommes parce que je sais que ça excite beaucoup les hommes. Qu'on mouille, pour parler plus vrai et crûment et que tout le monde comprenne bien. Mais c'est pas parce qu'une femme est un peu sèche qu'elle n'a pas de désir, quoi. C'est déjà peut-être une première idée reçue à laquelle il faut tordre le cou. Je pense qu'on va essayer de mettre un peu d'ordre dans toutes ces idées parce que, comme je le disais, c'est compliqué. C'est-à-dire comme la sexualité féminine, à chaque fois qu'on parle de... Et puis le confort, c'est-à-dire que des femmes qui souffrent énormément de sécheresse vaginale après la ménopause ou après un cancer pour lequel on leur donne des traitements anti-hormonaux qui leur donnent des sécheresses vaginales, et qui sont mauvaises pour leur sexualité. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu des travaux récents montrant que finalement on a plutôt le droit de les traiter que de ne pas les traiter. Enfin tout ça, je pense qu'on peut faire une belle émission. Justement, on va essayer aussi de mettre un peu de fun dans cette émission, oui. Et je voudrais donc revenir sur ce fameux point G. Vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Parce que on entend beaucoup de conneries aussi sur ce sujet. Hein. Alors oui, le point G, d'abord il faut faire un petit peu d'anatomie, de savoir d'où ça vient, ce que c'est. Et donc c'est pas un mystère, c'est la même chose que le clitoris, mais à l'intérieur, c'est la face interne du clitoris. C'est un peu l'équivalent du gland chez l'homme, c'est-à-dire c'est hypersensible. Et donc ça a la même origine embryologique. Donc tout ça, on va essayer de l'expliquer. Et puis
Bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas des grands scientifiques, mais qui ont compris assez bien où il fallait mettre le doigt pour faire du bonheur. En fait, c'est l'endroit où arrivent les racines du clitoris, hein, pour parler clairement. Et donc, c'est forcément un endroit un peu plus sensible dans le vagin, mais faut-il encore le stimuler, le réveiller, j'ai envie de dire. C'est un peu la Belle au bois dormant, le point G. Oui, c'est vrai, mais ce qu'il faut aussi savoir pour comprendre, c'est que finalement les hommes et les femmes partent au moment de l'embryogénèse de la même chose, c'est-à-dire c'est des tissus qui viennent du rein, qui se rejoignent pour faire les organes génitaux, et ça, en fonction des sécrétions hormonales pendant cette embryogénèse, eh bien il y a un pénis qui se développe, ou il y a un clitoris qui ne se développe pas, ou qui ne se développe pas de la même façon, mais ils ont la même origine embryologique et les mêmes sensibilités et les mêmes charges de plaisir. Sauf que comme le clitoris est plus petit, ben forcément les terminaisons nerveuses sont plus nombreuses, puisque c'est sur une toute petite surface. Oui. C'est une interprétation anatomique. Mais vous avez dit ça du bout des lèvres. Je dis ça du bout des lèvres, on est d'accord. Voilà, donc déjà tout ça c'est dit. Et puis ce fameux liquide qu'émettent les femmes fontaines... Rien à voir avec une éjaculation. On est bien d'accord, c'est important de le rappeler. L'orgasme féminin, c'est une espèce de lâcher-prise générale, y compris des sphincters. Et quand on est dans un orgasme majeur, eh bien, tout s'ouvre. Et y compris, parfois, il y a un peu d'urine qui passe. Et donc, en général, les hommes sont très fiers d'avoir fait jaillir la fontaine. Les fontainiers, si je puis dire. Et on les appelle les sourciers. Ah, les sourciers, bon, ok. Et donc, en fait, c'est un marqueur de l'intensité de l'orgasme qui est l'intensité du lâcher-prise. Sauf qu'on peut quand même être femme fontaine et donc émettre ce jet sans avoir un orgasme total. C'est ça qui parfois surprend aussi un peu les femmes, notamment avec des jouets. Ça arrive assez fréquemment aussi. Oui, puis il y a des femmes qui ont des orgasmes extrêmement intenses sans pour autant libérer de l'urine. On est bien d'accord. Donc chaque femme varie, quoi. Voilà, on fait ce qu'on peut. Oui, c'est compliqué, hein, les femmes, et c'est pour ça qu'il faut toujours bien rappeler que on est tous et toutes d'abord des individus, et que voilà. Mais nous, on est là pour éclairer tout le monde et que chacun trouve son chemin. Hein. Oui, et puis tout ça, c'est quand même la preuve que la lubrification et l'orgasme sont des phénomènes neurologiques et qui viennent de très loin dans l'organisme, du cerveau en général, pour déclencher tout ça. C'est pas un petit point sur lequel il faut. C'est pas un starter, non. C'est pas un starter. Voilà, ça c'est sûr. Sinon, ça serait trop facile. Oui. Il faut que vous soyez un petit peu laborieux, hein, messieurs, pour arriver à nous faire jouir. Il faut quand même reconnaître. Hein. Il y a des fois où c'est plus facile que d'autres. C'est vrai. Mais il y a des meilleures langues que d'autres. Hein. Oui, c'est ça. Bon, allez, on vous donne la parole dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est pas les points sur les i qu'on va mettre, mais c'est les doigts sur le point G, hein, Christian Jamin. Vous êtes gynécologue, endocrinologue, et on commence avec Élise. Bonjour Élise, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte et bonjour Christian. Oui, merci de me la donner aussi. Alors, dans ma situation, je vais faire un petit peu un exposé, si je puis dire. J'ai bénéficié d'un compagnon pendant un temps qui a su me rendre très femme fontaine. J'ai jamais vécu ça avec quelqu'un d'autre, mais voilà, avec lui, ça s'est produit. Tant mieux. Enfin, oui, si ça vous a plu, parce que il y a des femmes que ça peut déranger. Hein, ça dépend des femmes. Oui, mais bon, lui, avec lui, c'était bien, mais j'étais très amoureuse. Et puis non, puis il savait. Hein. Moi, j'avais aimé une fois une expression qui avait été donnée par une des personnes qui venait sur votre antenne, et qui disait, pour être femme fontaine, il faut un bon sourcier. Je ne sais plus qui avait formulé ça, mais j'avais trouvé ça intéressant. C'est vrai. Mais il faut aussi une femme qui accepte de lâcher, hein.
Parce que y a des femmes, par exemple, qui sentent à un moment donné que ça va peut-être couler, hein, pour utiliser un mot que tout le monde comprendra, et qui du coup vont se retenir, et à ce moment-là, le phénomène ne peut pas se produire. Hein. Donc vous avez su, peut-être parce que vous étiez amoureuse, mais en tout cas vous avez su vous laisser faire. Oui, c'est vrai. Et puis, pardon, je ne sais pas si je peux continuer. Mais si, allez-y. Donc, en fait, maintenant, je suis ménopausée et je n'ai aucun symptôme désagréable comme j'entends les bouffées de chaleur, etc. Mais par contre, mon gros problème, c'est la sécheresse. Alors, ma gynéco m'a prescrit des ovules et de la pommade, mais j'ai envie de dire que ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ça change rien à ma vie. Je mets parfois de l'huile de coco, ça me fait le même effet en fait. Donc, je suis un peu désorientée par la solution proposée. D'accord. Et elle ne vous a pas proposé un traitement hormonal substitutif ? Du tout. Et vous seriez peut-être pas contre, je sais pas, enfin je parle sous... Ah bah oui, je serais même favorable. Je donne même la parole à Christian Jamin qui répondra mieux que moi à ce sujet délicat. Oui, alors, d'abord quand vous dites que ça vous a pas apporté grand-chose, on parle de quoi? Parce que les traitements hormonaux locaux, les ovules, comme vous l'avez signalé, ça fait disparaître la sécheresse de base. Mais c'est pas ça qui réveille le désir, c'est pas ça qui réveille l'orgasme. Donc ce sont deux choses différentes. Donc oui, bien sûr. Donc le traitement qu'on vous a donné, c'est un traitement pour le confort et pas seulement pour le confort, parce qu'il faut pas oublier. Alors on va pas faire l'émission là-dessus, on n'est pas sur une émission sur la ménopause, mais le vagin a la même origine embryologique que le bas de la vessie, et donc d'avoir une bonne hydratation au niveau du vagin, c'est important aussi pour la vessie. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec la lubrification qui est liée au désir, qui là est un phénomène neurologique, c'est-à-dire que les vaisseaux s'ouvrent et font passer du liquide qui est là, ce qu'on appelle mouillé. Voilà. Alors que c'est pas la même chose que ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'humidité de base qui est nécessaire au confort vaginal et vésical. Oui, donc il faudrait, pour que ce soit bien clair pour toutes, hein, et pour tous d'ailleurs, normalement un vagin, il y a une humidité naturelle qui est importante et qui devrait rester là, qui diminue à la ménopause. Qui dépend des hormones, très bien. On est d'accord. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle la lubrification qui arrive quand on est stimulé ou quand on a du désir dans le cerveau. Parce que on peut voir un film érotique ou porno et mouiller même sans s'en rendre compte. Mais voilà. Par ailleurs, ce désir, il vient du plaisir qu'on anticipe. Et donc, si on a une sécheresse vaginale de base, si je puis dire, eh bien, le rapport fait mal. Donc, si le rapport fait mal, il apporte pas de désir, donc il apporte pas non plus de lubrification. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, sans mauvais jeu de mots. Et donc, le serpent, il peut pas rentrer. Hein. Il peut pas rentrer le serpent. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, je pense que là, c'est clair pour tout le monde. C'est clair pour vous, Élise ? Oui, tout à fait. Bon, c'est bien d'avoir précisé, oui. Donc, il faudrait déjà voir si, quand vous êtes un peu dans le désir, ou quand, par exemple, vous vous masturbez, que vous vous excitez, est-ce qu'il y a un peu plus est-ce qu'il y a un peu de lubrification ? Très, très peu. Alors qu'avant, je n'avais absolument aucun souci. Mais maintenant, c'est vraiment... Comme s'il y avait quelque chose dans le cerveau qui disait stop, c'est fini, on joue plus en bas. Parce que voilà, c'est sec en bas. Alors, j'essaye de faire ce qu'il faut, mais ça me, ça me bloque. Mais vous voyez, Élise, c'est important de comprendre qu'il y a une relation très étroite entre l'esprit et le corps. Et dans votre cas, on se pose la question, est-ce que c'est le cerveau qui d'abord a dit non, ou est-ce que c'est le corps qui dit non et qui fait que le cerveau dit non. Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre. Et moi, je crois que c'est vraiment important parce que je reçois énormément de messages de femmes qui, après la ménopause, n'arrivent plus à jouir, n'arrivent plus. A priori, il n'y a aucune raison. Donc, il faut toujours mettre en cause peut-être ce qui se passe aussi dans la tête. Je ne dis pas que c'est votre cas, j'en sais rien. Hein.
Mais Et alors, est-ce que le traitement hormonal substitutif pourrait arranger Élise ou pas? Alors, on est dans une discussion compliquée. Comme je le disais, il y a la l'humidification de base qui est indispensable au plaisir. Et le plaisir est indispensable pour anticiper le désir. Donc là déjà, il y a un lien. Quant à ce dont vous parlez, c'est-à-dire la libido au sens classique du terme, ça n'a pas grand-chose à voir avec les hormones. On n'a jamais trouvé jusqu'à maintenant de médicaments ou de traitements pour augmenter la libido. Et comme vous le disiez, la libido, ça vient du cerveau. Et donc, ça vient de tout un passé. Oui. Mais est-ce qu'un traitement hormonal substitutif remettrait un peu plus d'hydratation dans le vagin? Oui. Ben voilà, la réponse est là, c'est-à-dire que ça traite le fond, si je puis dire. Donc s'il y a un peu plus d'humidité dans votre vagin, peut-être que ça peut relancer votre désir. Oui, mais c'est même indispensable. Donc c'est peut-être ça. En fait, vous voyez, moi j'ai toujours envie. Enfin moi j'ai des jouets, j'ai tout ce qu'il faut, mais ça, il y a quelque chose qui me bloque parce que c'est sec. Oui, mais Élise, encore une fois, je reviens sur ce sujet. Votre corps vous dit quelque chose et vous n'avez peut-être pas interprété comme il faut. Vous voyez, parce que on a parfois tendance à force de travailler sur les femmes. Je me rends compte à quel point la ménopause parfois ferme quelque chose chez les femmes. Il n'y a aucune raison que ça se ferme. Donc, essayez de voir qu'est-ce que signifie pour vous le fait d'être ménopausée. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça a signifié pour vous? D'accord, ok. Oui, c'est parce que là, moi, je l'appréhendais pas. J'avais pas d'angoisse. J'ai eu très tardivement, d'ailleurs. Il y a 2 ans à peu près, puisque j'ai genre 60 ans cette année. Mais qu'est-ce que ça signifiait pour vous? Vous répondez pas à ma question. Oui, non, j'avoue que je ne sais pas trop répondre parce que... c'est pourtant la réponse essentielle que toute femme devrait se donner. Parce que si ça signifiait pour vous l'arrêt de la fertilité, ça peut être un frein à votre sexualité. Oui, alors... je dis pas que c'est ça, je vous invite juste à vous interroger pour que vous alliez mieux. C'est juste ça mon objectif. Oui, alors on va le dire, mais ça va pas être le sujet du jour. C'est-à-dire il se passe tellement de choses dans la vie d'une femme aux alentours de la cinquantaine, entre l'altération de l'image qu'elle a d'elle-même, entre tous les soucis de la vie de cet âge-là, avec les parents malades, etc. Donc on va pas les enfants qui s'en vont, etc. L'image d'elle-même, et puis cette sécheresse qui rend les choses pas tentantes, si je puis dire. Et le nombre d'hommes qui quittent leur femme à ces âges-là, parce qu'ils en veulent une plus jeune, pour justement continuer à avoir du désir. On reparlera de ça un autre jour, parce qu'on n'a pas toujours la même vision des choses, Brigitte, vous le savez bien. C'est vrai, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Vous le savez bien aussi. Donc tout ça, Élise, faites un petit point aussi dans votre tête. Et puis peut-être un traitement hormonal substitutif. Et puis youpi. Et reprenez confiance en vous. Je pense que ça c'est le point majeur de la ménopause, c'est que c'est une espèce de rupture dans la tête, plus que presque autant que dans le corps, sur l'image de soi-même. Et donc, soyez fiers de vous. Et soyez sûre, Élise, que malgré votre âge, vous allez toujours continuer à plaire aux hommes si vous êtes dans le désir. Donc. Merci beaucoup. Merci pour vos conseils à vous deux. Merci à vous. On fait une petite pause et on va écouter un témoignage de Femme Fontaine dans un instant, après le Love Conseil, l'art de la séduction au féminin. Tiens, justement. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, nous allons parler de l'art de la séduction au féminin, Christian Jamin. Et comme je sais que vous êtes un homme qui aime les femmes, qui les regarde, vous allez pouvoir me dire si vous êtes d'accord avec ce Love Conseil. Ce qui rend une femme charismatique, au point de la rendre irrésistible, ce n'est pas sa beauté ni une technique particulière. La séduction, ça réside dans un naturel et une capacité à être féminine dans une intimité telle que l'homme se sent invité. C'est joli, hein ?
Vous êtes d'accord avec ça? Je suis esbobie. Bon, alors je ne vais pas le répéter, hein, vous écouterez en podcast si vous voulez, mesdames, entendre. Bon, bref, en d'autres termes, il faut qu'on croie en soi, qu'on croie en sa valeur personnelle. Et c'est vrai que quand on détaille, je me suis amusée à détailler le physique de certaines stars comme Madonna ou même Marilyn Monroe. Si on regarde bien, c'est pas des beautés parfaites, hein, mais c'est des bombes sexuelles. Hein, c'est des femmes qui dégagent quelque chose. Donc, à vous, chaque femme, de choisir votre style et de le développer. Alors, je vais vous donner quelques pistes. La femme mutine, hein, c'est celle qui a un petit peu l'air ingénue. Ça vous fait craquer, hein, Christian? Oh bah, oui. Une femme un petit peu, alors exotique, hein, c'est-à-dire une femme un peu différente, qui opte aussi pour des couleurs, pour quelque chose qui envoie dans les îles, hein, par exemple. L'élégante, hein, le chignon, c'est encore quelque chose qui séduit beaucoup les hommes, hein, quand c'est fait avec beaucoup avec juste une petite boucle qui descend, hein, et qui donne envie de défaire le chignon, en quelque sorte. Hein. Je vois que ça vous amuse beaucoup, mon love conseil. Ensuite, il y a la sportive, hein, c'est donc celle qui a une silhouette très en forme et qui a l'air d'être prête pour toutes les acrobaties. N'est-ce pas? La fougueuse, hein, alors c'est les femmes qui ont des yeux de braise et qui ondulent bien des hanches, hein, qui donc sont certainement très aptes au coït. Les femmes intelligentes, on dit bien femmes à lunettes, femmes à... Ah oui, à quéquette. C'est ça, hein. Les sensuelles, donc là évidemment c'est le charme du corps, les gestes sensuels, puis évidemment peut-être un petit décolleté ou une jupe un peu fendue. Et puis la sauvage aussi, elle plaît, hein, le côté un peu panthère. Bon, alors je pourrais continuer un petit peu, je pourrais tenir encore peut-être 10 minutes. Hein. Non mais c'est vrai, c'est important. Mais elles ont toutes un point commun. Oui. Toutes vos femmes, celles que vous venez de décrire et des milliers d'autres. Ah ouais, lequel? C'est leur volonté de séduire. Absolument, mais pas pour mais pour pas de séduire. manière uniforme, pas de manière. Mais voilà, c'est. Elles ont envie d'être ce qu'elles sont. Voilà, et elles affirment ce qu'elles sont. Elles ont envie d'être désirées, et chacun utilise selon son passé, son présent, utilise quelque chose qui va attirer l'homme. Pourquoi? Mais parce qu'on aime tomber dans les pièges. Dans nos filets. Alors, c'est Amaï, c'est comme ça qu'on prononce votre prénom? Bonjour, Ami. Ami. Bonjour. Bonjour, Ami. Vous avez donc envie de nous décrire ce qui vous est arrivé. Je suis toute oui, et je crois que Christian Jamin aussi. Alors, donc, moi, depuis très longtemps, enfin, depuis le début quasiment, je suis femme fontaine. Donc voilà, au début, c'était assez surprenant. Toute jeune, donc? Ouais. Bon, après, je me suis découverte assez tôt. J'ai eu une copine très tôt, donc tout ce qui était clitoris, le plaisir du clitoris, en fait, est venu très vite. Et j'ai compris très vite que c'était plaisant. Oui. Et quand sont venus les hommes, voilà, le partage et comme vous dites, le lâcher prise, je pense, hein, être en confiance avec son partenaire. Mais vous voyez, ce qui est déjà très intéressant dans votre témoignage, j'entends de plus en plus de jeunes femmes qui découvrent leur sexualité d'abord avec une femme, et ça, c'est finalement un très bon apprentissage. Ouais, je pense aussi. Oui, non, mais c'est un message qu'on peut envoyer aux hommes d'ailleurs. Hein. Si vous avez envie, très jeune, avoir du succès auprès des femmes, conduisez-vous comme une lesbienne. Ça vous fait rire, Christian Jamin? Je pense que pour les hommes, c'est déjà difficile de se comporter comme un homme. Donc de là à leur demander de se comporter comme une femme, non, mais enfin c'est une image évidemment, mais oui, bien sûr. Je voyais ce que je veux dire, parce que c'est vrai que vous avez donc grâce à une rencontre avec une femme, vous avez su vous découvrir l'une et l'autre, et donc vous avez su comment dirais-je, éveiller votre vagin, votre point G, votre clitoris. Enfin ça y est, vous étiez donc ouverte pour la rencontre après avec un homme. Ouais, voilà. Alors, par contre, c'est vrai qu'en tant que femme avec les hommes, c'est toujours un sujet délicat à aborder, en fait. Savoir si ça va être accepté ou repoussé. Mais oui, parce que généralement, la plupart des hommes sont assez friands. Oui, certains, oui, mais d'autres non, en fait. Peut-être par la peur de l'inconnu, tout simplement.
mon dernier partenaire en date, bon, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et comment dire, au départ, je le sentais pas forcément avenant. Donc, inconsciemment, on se retient en tant que femme de ne pas... On prend du plaisir, mais on ne le prend pas libérément. Oui, vous retenez le phénomène Fontaine, oui. Ouais, voilà. Et bon, il y a eu, on va dire que la première fois où c'était tellement bien que j'ai pas pu me retenir. Et ça a été, tout compte fait, une bonne surprise pour lui. Et tout compte fait, maintenant, c'est quelque chose qu'il rechercherait. Oui, c'est ce que... Allez-y, Christian. Oui. Vous avez dit une bonne surprise. Et ça, je pense que c'est le mot important. C'est-à-dire que l'homme se sent valorisé parce qu'il a réussi à vous faire jouir jusqu'au bout, si je puis dire, jusqu'au bout du bout. Là, il a la preuve. Et là, alors là, il se prend pour un génie. Et donc, c'est ça qui va le faire bander. C'est clair, les hommes ont besoin d'être valorisés pour avoir une sexualité plus importante. Et donc le fait que vous lui ayez montré à quel point il vous faisait jouir, d'abord parce que c'est pas si fréquent, eh bien vous l'avez rendu encore plus viril. Probablement, oui. Et donc la première fois que vous avez découvert le phénomène, c'est donc avec une femme, on est bien d'accord? Non. Quand même, c'était avec un homme. Non, oui, c'était une jeune fille. On était des gamines. Hein, d'accord. C'était vraiment le jeu de la découverte et tout. Après, ça a été avec un homme. Et c'est donc avec une pénétration ou avec un toucher vaginal? Ça a été avec un toucher vaginal. Hein. Oui. Avec la pénétration, c'est venu un petit peu plus tard. Hein. Oui, c'est généralement comme ça que ça évolue chez les femmes. C'est d'abord un toucher au bon endroit et de manière assez... un bon fini, voilà, ça peut... Oui. Ça peut déclencher les choses. Mais par contre, voilà, je préviens aussi toujours que, on va dire... Le litrage ne c'est pas forcément le même si le plaisir sera bon, mais je ne sais jamais ce qui va sortir. Jaillir, quoi. Oui, des fois, j'ai l'impression que je vais exploser. En fait, il y a 3 gouttes. Et des fois, je me dis, ça va pas être si énorme que ça. Et en effet, si. Alors le conseil qu'on donne souvent pour les femmes qui ne sont pas fans de jaillir justement, on leur conseille d'aller uriner avant. Vous êtes d'accord avec ça, Christian Jamin? C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'études sur ça pour savoir, mais il n'y a pas si longtemps qu'on le sait d'ailleurs, de savoir d'où vient ce liquide. Les fameuses glandes de Skin. Voilà, on a pendant longtemps dit que c'était des sécrétions des glandes de Bartholin, de Skin, etc. Et en fait, on s'est aperçu que volumétriquement parlant, ça tenait pas debout. Et donc, je crois qu'il y a des Français qui ont travaillé là-dessus il y a une 30aine d'années. Donc, pendant très longtemps, ça a été un mystère. Et c'est grâce à des études biochimiques qu'on a pu démontrer que c'était effectivement une ouverture brutale du sphincter de la vessie, comme il y a une ouverture globale des sphincters ou du lâcher-prise au moment de l'orgasme. Mais c'est assez récent de démonstration. Oui, donc moi, par précaution, ne serait-ce que par la peur, l'appréhension des odeurs qui pourraient... Donc je fais attention à boire plutôt de l'eau qu'autre chose avant, et je vais uriner avant, en règle générale, voilà. Et du coup, je préfère le carrelage au coton des houes de couette. C'est vrai que c'est le souci quand on est dans un lit, ça mouille vraiment, ça peut vraiment mouiller les draps, c'est sûr. C'est vrai. Du coup, ça amène un peu plus de folie, un peu plus de piment dans la vie sexuelle, quoi, parce que le lit pas trop, quoi. Oui. C'est vrai, mais c'est fun. Enfin, je veux dire. Moi j'aime bien. Hein. Oui, et puis c'est une sensation qui est quand même un peu différente, je trouve aussi, quand il y a ce jet qui sort, quoi. Il y a vraiment une sensation de lâcher prise, quoi. C'est ça, c'est libérateur. Voilà. Alors je crois aussi qu'il faut, qu'il y a une perte beaucoup de alors je sais plus de quoi, de fer ou de magnésium ou de vitamines. Enfin, je sais plus. Quelqu'un m'avait dit qu'il fallait. Oh. Mais
Je me souviens plus exactement de ce qu'on m'avait dit, mais bon. Je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Le plaisir et l'orgasme apportent bien d'autres vitamines et de fer et de je ne sais quoi. Donc, bonne en balance, c'est plutôt gagnant-gagnant. Hein. Oui, l'oxytocine et la dopamine comblent le tout. Et on est bien d'accord. Merci beaucoup, en tout cas, de ce témoignage, Ami, qui peut peut-être encourager certains hommes à devenir sourciers, hein, après tout. Allez-y, messieurs. Merci beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On est là pour vous y répondre. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christian Jamin, on va tout vous dire sur le point G, la lubrification féminine. Et on écoute Laura maintenant. Bonjour Laura. Bonjour Christian, bonjour Brigitte. Bonjour Laura. Merci de m'accueillir parce que je voulais témoigner effectivement parce que depuis mon début de la sexualité, en fait, j'ai appris à connaître au fur et à mesure un petit peu toutes mes sensations et je m'aperçois finalement qu'à 50 ans, j'ai couvert des trucs, finalement j'aurais su plus tôt, ça m'aurait vraiment aidé à partager des meilleurs moments encore. Oui, mais il faut bien qu'il y ait des avantages de vieillir quand même, Laura, sinon où est-ce qu'on va, hein? Si on sait tout quand on a 20 ans. Oui, mais moi ça m'a donné quelques complexes parce que quand je faisais l'amour avec un garçon, en fait, j'avais une lubrification qui se faisait dans la nuit. Et quand je me réveillais le matin, j'étais vraiment trempée. Et ça, c'était quelque chose où finalement je le supportais mal parce que je me disais, la nuit, le moment s'est bien passé. Et pourtant, le matin, je suis trempée. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi c'est mouillé comme ça? Et mes partenaires qui n'étaient pas forcément expérimentés non plus, ils n'étaient pas dans la joie. Voilà. Alors que je comprenne, ça se produit... Excusez-moi, je vous coupe, mais qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que vous aviez des relations sexuelles avec assez peu de lubrification. Par contre, la nuit, quand vous dormiez, vous aviez beaucoup de lubrification le matin, alors qu'a priori, il n'y avait pas eu un fantôme qui était venu dans votre lit. Hein, c'est bien ça. Alors, j'ai toujours lubrifié bien pendant les rapports. Oui. Mais il y avait une surlubrification quelques heures après les rapports. D'accord. Et ça s'explique, ça, au matin... Christian, ça s'explique, ça? Je suis en train de réfléchir. Oui, c'est très inattendu, ça. Bon. Ça veut dire qu'il y avait peut-être dans votre cerveau une excitation du moment qui s'était passé et qui faisait que vous étiez excité dans votre sommeil, peut-être. Oui, je pense que c'était ça. Avec le recul, je pense que je repensais à ces bons moments, ça m'avait excité, j'étais bien, et que je revivais le moment la nuit, et le matin, quand on veut remettre ça, je me dis là c'était étrange. Voilà. Et là, aujourd'hui, le partenaire, il est heureux de voir ça parce qu'il me dit, tiens, je suis encore excitée. Plus jeune, peut-être que j'en ai eu même des complexes. Alors que maintenant, on me dit, non, avec le recul, c'était pas possible. Ça, c'est vraiment important ce que vous dites. Le nombre de jeunes femmes qui ont des complexes de trop mouillées, c'est terrible. Hein. C'est fou. Oui, parce que c'est quand même une preuve de bonne santé sexuelle quand même. Non? Exactement. Et c'est en ça où je voulais témoigner en me disant, si j'avais vraiment su ça, ou si j'avais pas eu des compagnons qui m'avaient rassurée en disant, c'est sympa, je pense que je l'aurais pas vécu de la même façon. Mais je vous écoute avec attention et c'est intéressant parce qu'on a vraiment l'impression que vous avez deux types de désirs. Vous avez un désir mécanique, si je puis dire, entre guillemets, d'excitation au moment du rapport. Et puis, on a l'impression que votre cerveau se libère après et fait que vous avez un deuxième type d'excitation qui est cette fois cette espèce d'autorisation du cerveau à vous laisser aller encore davantage. C'est une hypothèse, mais je pense qu'effectivement, vous avez deux mécanismes d'excitation, un mécanisme, j'allais dire réflexe, et un mécanisme de lâcher prise par le cerveau. Je ne vois pas d'autre explication. Pas faux.
Parce que moi, comme on dit, je suis très du matin. Parce que c'est comme si il y avait eu une période d'acceptation. Et puis, effectivement, une fois que je suis en confiance, encore plus en confiance, je me sens encore mieux. Et plus libérée, plus ouverte. Oui. Mais bon, avec Brigitte, on a beaucoup parlé de ça. Et mais ma théorie est que c'est le cerveau, moi, qui dirige tout, contrairement à ce qui se passe chez l'animal, où l'animal, il y a un lien direct entre l'odorat et l'orgasme, ou le désir plutôt, alors que chez la femme, tout passe parce qu'on a perdu, avec l'évolution, on a perdu ce lien direct entre l'olfaction et le coït, et on a un système qui bloque tout ça, qui s'appelle le cerveau. Et donc... Et Dieu merci, ce système se lève, et chez vous, il se lève un peu plus tard. Et il se lève 2 fois, si je puis dire. Ouais, mais le rideau se lève 2 fois. Et c'est vrai qu'il y a énormément. Alors après, est-ce que c'est culturel ou inné? Moi, je m'en fous, parce que de toute façon, c'est comme ça actuellement en 2025. Mais c'est quand même beaucoup plus inhibé chez la femme dans le cerveau que chez l'homme. Oui. Ça, c'est une évidence. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'expliquer comment fonctionne la sexualité féminine, si on veut libérer un petit peu tous ces blocages et ces inhibitions. Bon, je vais défendre les hommes, là, quand même. Hein? Non, nous, on a aussi deux niveaux de désir. On a un niveau, j'allais dire, pulsionnel, la masturbation, la fellation, etc. nous libère. Et puis après, on a un désir profond au niveau du cerveau. Bien sûr. Mais vous avez moins d'inhibition. Il y a des hommes très inhibés, hein. Attention, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup moins que de femmes. Oui, mais je pense que ce dont on vient de parler et qui est très intéressant, c'est ces 2 niveaux de désir, un désir très immédiat et un désir qui est vraiment très profond au niveau du cortex. Et moi j'ai remarqué que quand, par exemple, avec les enfants, on a un peu moins de désir, et comme j'aime ressentir mon corps qui mouille, je me force à avoir des pensées sexuelles. Et j'imagine un rendez-vous avec un inconnu. Alors, vous vous forcez, non. Ouais. Vous faites fonctionner votre imaginaire érotique. Ne dites pas que vous vous forcez, c'est pas bien. C'est important, les mots. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous avez l'intelligence, Laura, à ce moment-là, de mettre en route votre imaginaire sexuel, érotique. D'accord ? Vous voyez la différence? Parce que se forcer, ça voudrait dire qu'il y a une obligation. Non, il faut vous libérer de cette idée que si toutes les femmes avaient cette capacité à faire fonctionner leur imaginaire érotique, il y aurait peut-être moins de problèmes de frigidité. Oui, c'est ça. Dans le mot, c'est peut-être trop fort, mais c'est parce que quand on est pris dans un tas de problèmes du quotidien, il y a un petit effort à faire quand même pour le faire. Oui, un effort, oui, mais un effort, c'est pas forcément. On se force pas pour faire un effort. On sait ce que va nous apporter cet effort, donc c'est une jouissance de faire cet effort. C'est ça. Vous voyez, c'est important, parce que vous avez raison, la tâche mentale des femmes. J'aime bien l'image de Philippe Arlin, qui est sexothérapeute, qui dit la femme, elle a plusieurs piliers de dossiers, et finalement le dossier du plaisir, il se retrouve enfoui sous tous les autres dossiers. Il faut le ressortir et le remettre sur le dessus de la pile. Et c'est ce que vous faites quand vous laissez votre imaginaire érotique fonctionner. Ouais. Vous comprenez ? Pour toujours être dans la mouvance de ressentir son corps. Mais c'est vrai que le mot, pour moi, c'était un petit effort malgré tout, parce que je me disais, les biberons, les couches, le machin, je suis fatiguée. Allez, non, arrête de penser. Allez, pense à quelque chose de très, très agréable qui te ferait ressentir des choses avec... une atmosphère particulière, et hop, l'imaginaire. Mais il fallait que je prenne ce temps-là. Vous éliminez les inhibiteurs, si je puis dire. Voilà, c'est ça, vous balayez devant chez vous et il ne reste plus que le désir.
Mais oui, et c'est Voilà. toute la difficulté aussi du couple quand une femme est avec un homme et que le soir pendant le dîner il y a un petit échange délicat, pas très agréable. C'est pareil, il y a l'inhibiteur qui se met en route et puis après c'est difficile d'avoir un rapport sexuel. C'est toute la complexité du fonctionnement féminin. C'est moins vrai chez l'homme. J'allais redire le mot. Oui. Je ne dirai plus Brigitte. Si, allez-y, dites-le si ça vous fait plaisir de le dire. En fait, c'est parce que, vous voyez, dans un canapé, on regarde la télé, Oui. vous êtes épuisé de la journée, et entre guillemets, alors du coup, je me forçais à prendre la main, à me coller contre l'épaule, etc., pour que les corps à corps se touchent, et puis qu'on puisse doucement glisser dans quelque chose de beaucoup plus doux et romantique, qui fait que peut-être il n'y aura qu'un baiser ou on aura un rapport sexuel tranquillement, mais il y avait derrière, enfin dans mon sens, ce petit effort à faire. C'est vrai. Ou cette force à avoir, à se dire, non, on va pas s'endormir comme ça, c'est possible. Moi, j'ai envie de le ressentir, sentir son odeur qui me touche, même s'il se passe rien, il y a quelque chose qui avait un ordre de force ou d'effort. Mais peut-être que c'était intuitif et pas. Mais Laura, c'est pareil pour plein de choses. Si on veut garder un corps un peu musclé, il faut faire l'effort de faire du sport. Si on veut rester avec une silhouette pas trop épaissie, il faut accepter de temps en temps de pas manger comme un grand gourmand. L'effort fait partie de l'hygiène de vie, non, Christian Jamin? Oui, en fait, le mot effort ou pas effort, ça revient au même, quoi. En gros, ça veut dire que vous dégagez les obstacles à votre désir. C'est-à-dire que vous avez envie de désir et ce désir est bloqué parce que vous avez vécu dans la journée, parce que, comme vous l'avez expliqué, et une fois que vous avez balayé tout ça, eh bien, il reste plus que la liberté du désir. Mais ce que vous avez dit d'essentiel, Laura, c'est que vous avez dit « j'écoute mon corps, je ressens mon corps, je suis dans mon corps ». Ah ouais. Oui, mais c'est pas le cas de toutes les femmes. Non, de tous les hommes d'ailleurs. C'est tellement bon de pouvoir se ressourcer à l'intérieur de soi. Mais oui, mais c'est la récompense. C'est la récompense de l'effort. Non, mais c'est la récompense de l'effort. Et c'est peut-être quelque chose que notre société a tendance à oublier, à rappeler aux enfants, quoi. C'est pas tout de suite, c'est la récompense de l'effort. C'est tellement vrai. Ben oui. Et si je peux ajouter quelque chose. Bien sûr, allez-y. Parce que ça, c'est le recul maintenant que j'ai 50 ans. Mes hormones ont pris le dessus, mais j'ai bien écouté ce que vous aviez dit par rapport à la tête qui se passait effectivement. Et j'ai longtemps été réticente à prendre des hormones de substitution. Donc j'ai laissé faire la nature en me disant oui, ça va passer, je vais avoir mes pensées qui vont bien, etc. N'empêche que j'ai repris des hormones de substitution et je les conseille en tout cas à beaucoup de femmes parce que ça m'a fait revivre. J'ai eu l'impression, encore une fois, de me retrouver vraiment avec le corps dont j'avais envie, une belle lubrification, des envies, une texture, une couleur de tout ce qui était mon appareil, mes sexe, organes génitaux avant, oui. Et vraiment, et là, et pourtant j'étais pas très envie d'en prendre parce que j'avais plein d'a priori. Et mon gynéco qui a été formidable m'a dit mais n'importe quoi, essaye et au pire vraiment si ça va pas, on verra autrement. Et j'ai vraiment fait. Et je me dis que maintenant, allez, si je peux le conseiller. Bon, le message que lance Laura, vous voulez réagir, j'imagine, Christian Jamin. Oui, c'est parce qu'il y a eu une désinformation depuis très longtemps à cause d'une étude américaine qui avait été extrêmement négative, et le principe de précaution, l'horrible principe de précaution a fait qu'on a dit alors si ça peut donner ça, il faut bannir tout ça. Et c'est pour ça que maintenant il y a deux mots.
il y a le traitement hormonal de la ménopause, appelé THM, et puis il y a le traitement, ce que vous avez dit, je l'ai bien entendu, substitutif. C'est-à-dire qu'on remplace, on remplace ce que l'âge a fait disparaître chez vous avec les mêmes hormones. Et les mêmes hormones et les mêmes, j'allais dire, voies d'administration. Donc, il faut bien comprendre que le traitement hormonal de la ménopause a eu mauvaise image et que probablement en grande majorité, si ce n'est totalité, de fausses informations. Eh bien, merci Laura de ce témoignage qui lui redonne ses lettres de noblesse à ce traitement hormonal substitutif. Alors, on va continuer après les infos à aider les hommes et les femmes à comprendre la sexualité féminine grâce à Christian Jamin qui est avec nous. Mais Christian, vous n'échappez pas à la devinette du jour. On a parlé de César pendant le déjeuner, hein, grâce à votre salade. Et bien, du coup, je vous propose cette devinette. Quelle est la phrase sexuelle célèbre de César? Vous avez le temps des infos pour me la trouver. Christian Jamin est avec nos gynécologues, endocrinologues. Nous évoquons aujourd'hui la lubrification féminine, le point G, et nous allons donner la parole à un sourcier dans un instant. Christian, mais je voudrais d'abord la réponse à ma devinette. Quelle est la phrase sexuelle célèbre de César? Alors, moi j'aurais dit Veni, Vidi, Vici. Je suis venu, je l'ai vue, elle m'a vaincu. C'est une réponse qui pourrait être la bonne, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, César a dit « j'ai la Gaule et je pousse jusqu'au Rhin ». Ah, pas mal. C'est pas mal non plus. Hein. Pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de prendre la parole et de témoigner. Vous allez rendre envieux beaucoup d'hommes. Écoutez, déjà merci d'être présent. J'adore votre émission. Merci Nicolas. Et vous me suivez sur la route tous les jours par rapport au travail. Et c'est vraiment un bonheur de vous d'écouter et des que vous abordez. Donc du coup, c'est toujours agréable. Ben merci. Et puis bonne route à vous. Mais j'espère que vous êtes à l'arrêt là. Oui, tout à fait. Bon, donc tout ça va. Alors vous êtes en couple avec une femme qui est femme fontaine, c'est ça? C'est bien ça, voilà. Ça fait plus de 2 ans qu'on est ensemble. Ouais. Et donc depuis le premier jour que nous nous sommes rencontrés, et ben depuis ce jour-là, ça a été une révélation pour elle et pour moi aussi, et que du bonheur. Donc c'est avec vous qu'elle découvre ce phénomène? Alors c'est un phénomène qu'elle connaissait auparavant. Mais là, elle n'avait jamais connu une régularité dans nos pratiques. En fait, elle est fontaine constamment. Donc elle a hyper confiance en vous et elle est totalement dans le lâcher-prise, j'imagine, avec vous. C'est ça, oui. Et en fait, c'est avec le temps, ça a évolué, dont la capacité de se relâcher léger était beaucoup plus puissant aussi parce que j'aime ça aussi, hein. Donc du coup plus elle se relâchait, plus elle voyait que mon désir est encore plus important, et donc c'est vrai que on partage cette fusion et cette connexion tous les deux qui est vraiment agréable. Ouais. Mais alors justement, puisqu'on a la chance d'avoir un couple qui fonctionne bien, vous avez, comment dirais-je, des positions qui favorisent, ou est-ce que c'est n'importe quand, n'importe quelle pratique? Alors, on est très dans le jeu, soit le jeu de rôle, dans le fait, par exemple, des positions. On sait que le frottement plus au niveau vaginal, donc on va chercher le point G justement, ou être très insistant tout en douceur, avec ce regard très intensif, donc où je sais que je vais la provoquer. D'accord, mais c'est donc au moment où vous êtes en train de la pénétrer, c'est pendant le coït, oui, qu'à ce moment-là, vous agissez de manière assez lente, mais appuyée, si je puis dire, tout en laissant le cerveau fonctionner visiblement.
Donc voilà, mais aussi il y a des moments, par exemple, où on est un peu plus sauvage, et donc vu l'intensité du rythme devient très excitant, et donc se relâche complètement aussi. Et parfois, même juste un regard, sachant que ce qui va se passer juste après nous met dans un état d'excitation très élevé. Christian, vous avez envie de poser une question à Nicolas ou... Je trouve ça extraordinaire, moi, que comme vous l'avez dit, ça peut être une fois une divine surprise, mais que à chaque fois vous arriviez à l'aider à lâcher prise de manière si régulière. Je trouve que c'est formidable et c'est pas si fréquent, je pense. Oui. Non, c'est pas une question, mais c'est un compliment, visiblement. Non, mais ce qui me semble important pour ceux qui écoutent, c'est que visiblement, il y a dans votre relation sexuelle une complicité réelle et vos corps sont totalement au diapason. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça, c'est quand même formidable parce que c'est pas si fréquent, comme le dit Christian. Tout à fait, oui. C'est vrai que même j'ai eu d'autres partenaires auparavant et j'avais jamais ressenti cette connexion. Et aussi, je pense qu'il y a aussi ce côté de peau. Voilà, je peux pas me défaire. Le fait de l'apercevoir, de la toucher, ça nous met déjà dans un état second déjà. Vous me faites penser à paraphraser Montaigne et la Boétie, parce que c'est elle, parce que c'est moi. Ouais. Oui. Mais c'est systématique toujours ou il y a parfois où ça se passe pas? Toujours, oui. Toujours. Et là, ça fait même en 2 ans, c'était toujours en fait. Oui, c'est quand même ce côté toujours. Oui, c'est ça qui est extraordinaire et merveilleux, mais inhabituel. Voilà. Bon, en tout cas, si je peux me permettre, ça doit souder votre relation. Ça va être difficile de vous séparer. Très difficile. On a eu le débat aussi. Et en fait, pour moi, c'était impossible de toucher quelqu'un d'autre et de me voir sans elle, en fait. Oui, bien sûr, mais quand il y a cette alchimie sexuelle entre deux êtres, ça devient très compliqué d'avoir envie de faire l'amour avec quelqu'un d'autre, parce que maintenant, il faut aussi que dans la vie quotidienne, le couple s'entende, parce que sinon, à un moment donné, mais je suppose que tout va bien. Sinon, vous n'auriez pas eu envie de témoigner. Alors, tout va bien. On est comme des couples normaux aussi, donc on a des hauts et des bas, mais on les affronte ensemble. Et donc là, on vit que le bonheur. Oui, mais la chance que vous avez, c'est que même s'il y a toujours un peu de conflit dans un couple, c'est normal. De toute façon, on vivrait avec sa meilleure amie, il y aurait aussi des conflits. La vie à deux est forcément complexe. Mais ce que vous avez comme chance, c'est que quand vous vous retrouvez sous la couette, vous oubliez tout. Et donc ça efface les petits travers de la vie à deux. Après, il y a juste une chose, c'est ce côté logistique. C'est quand on va quelque part. J'y pensais. Par exemple, c'est-à-dire chez des amis ou quelque part, il faut préparer. Oui. On n'est pas à l'aise si on n'a pas une à l'aise. Oui. C'est ça. Faites ça dans la baignoire. C'est pas confortable. Oui, ou sous la douche. Sous la douche, tout ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a des moments, voilà, par exemple, si on veut faire ça sur le fauteuil, donc je dois avoir à proximité, donc ou des serviettes. Une serviette maintenant, ça suffit pas. C'est pas suffisant, voilà. Donc oui, mais c'est vrai que ça a quand même cet inconvénient-là, il faut bien le dire. Et ça a un budget aussi du coup, parce qu'à force de prendre des alaises et tout ça, donc du coup c'est oui. Oui, mais bon, écoutez, on va pas vous plaindre quand même, Nicolas. Non, mais c'est vrai, c'est le souci. Et c'est d'ailleurs souvent le problème quand ça arrive la première fois pour une femme. Si jamais c'est dans un contexte un peu compliqué, ça peut la bloquer par la suite.
C'est ce qu'il faut pouvoir dire aussi aux femmes qui nous écoutent, parce que quand ça arrive et qu'on mouille, par exemple, le lit chez des amis, on peut être très gêné. Mais bon, vous ça y est, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez prévu. On est rodé maintenant, oui. Vous êtes rodé, oui. Est-ce que justement, question idiote mais très pratique, Nicolas, est-ce qu'il y a des alaises particulières qui sont bien, qu'on peut mettre Alors, des alaises bien, il faut surtout prendre quelque chose de qualité parce que après tout dépend de la quantité, hein. Oui, bien sûr. Les alaises très fins de premier prix, le souci c'est que ils sont en tendance à être vite saturés. Et donc du coup, c'est pas suffisant, donc il faut parfois mettre même 2. Donc le prix d'un ou... On va lancer la marque, hein, Christian Jamin. Je suis très étonné, c'est la première fois qu'on parle chiffon quand je suis là. Oui. Bon, et ben donc. Voilà. Donc on va lancer une marque. On va lancer la marque, hein, Nicolas. Merci de cette info et on va faire fortune. Hein. Oui, non, mais on va demander. C'est Nicolas, c'est ça. Oui. On va demander à Nicolas de nous faire un programme de publicité. Oui. On va vous faire tester notre prototype, hein, voilà. Et puis vous nous direz s'il faut le lancer et si ça marche. Merci en tout cas beaucoup de votre témoignage, Nicolas. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne route, puisque je sais que vous êtes sur la route. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, gynécologue, endocrinologue. Vous pouvez bien sûr nous appeler si vous avez des questions à lui poser au sujet de la lubrification du point G au 0826 300 300. Mais pour l'instant, nous avons Carla qui va témoigner. Merci Carla, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Christian. Bonjour Carla. Alors, j'ai hélas pas trop pu écouter les c'est pas grave. Précédentes. Dites-nous ce que vous avez à dire, vous. Au contraire, comme ça... Alors moi, j'ai mon point de vue personnel et j'aurais une question également. Allez-y. Donc moi, j'ai découvert le phénomène... J'ai beaucoup d'échos, je sais. Ça, on n'y peut rien. Ah d'accord. J'ai découvert la fontanisation avec un sourcier, comme ça arrive, je pense, souvent. C'est souvent, oui, c'est vrai que c'est souvent un homme qui va... Un homme ou un jouet, mais c'est vrai. Non, les jouets, j'en ai pourtant essayé, spécial point G, ça m'a jamais rien fait. D'accord, donc c'est un homme, un sourcier, un libertin, en fait, parce que les libertins, j'ai trouvé, sont souvent sourciers. Ils ont un petit peu d'expérience, c'est vrai. Ils sont curieux. Ils sont curieux de nature. Ils sont curieux et ils ont quand même peut-être vu plus de femmes, donc expérimenté d'autres choses aussi. Et pour moi, en fait, c'est pas une jouissance dans le même définition que la jouissance clitoridienne, qui passe vraiment par un climax et après une retombée. Là, c'est un peu en continu, en fait. C'est-à-dire, tant que l'homme stimule, ça coule. C'est ça. C'est un terme comme un autre. Oui, mais c'est... Et si je devais la qualifier, je préfère plus la jouissance clitoridienne, qui est pour moi vraiment après, où il y a une petite mort, enfin, c'est très différent. Mais ça, c'est vraiment comme la cerise sur le gâteau qui vient, en fait, dans l'acte. Et qui peut être d'intensité variable, de durée variable, il n'y a pas de règle vraiment. Mais vous, ça se déclenche lorsqu'un homme est donc sourcier, c'est-à-dire qu'il y va avec les doigts, oui. Et pas pendant la pénétration. Alors ça a été très rare pendant la pénétration. Parce que c'est pas encore la même sensation. Alors à la pénétration, ce qui est étrange, c'est au retrait. Ah oui. C'est pas pendant les va-et-vient, c'est quand l'homme sort son sexe. Et là, effectivement, ça me fait couler. D'accord. Parce que quand les femmes obtiennent ce jaillissement pendant la pénétration, il semblerait que c'est quand même le moment le plus fort de jouissance par rapport à ce phénomène fontaine. Mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, on voit bien, encore une fois, toutes les nuances qu'il y a dans le phénomène fontaine.
Oui, et donc moi ce que m'ont dit les hommes, c'est qu'ils sentent vraiment, eux, le point G, comme un petit point rugueux, gonflé, que moi j'ai jamais pu sentir parce que je suis peut-être pas assez souple du poignet. Vous n'avez pas le doigt assez long? Voilà, mais il y a vraiment quelque chose. Alors, est-ce que toutes les femmes l'ont? Écoutez, Est-ce que sincèrement, je pense que la femme peut sentir la différence. Ah bon? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian, mais moi je trouve qu'on peut sentir la différence, mais ça dépend peut-être des femmes. Oui, Et puis, pardon. Non, mais bon, géographiquement, si je puis dire, on sait où c'est. Mais cela dit, vous, en tant que gynéco, vous n'allez pas vous amuser à aller toucher le point G de vos patientes, sinon vous ne seriez pas là, vous seriez derrière sinon, des je serais barreaux. derrière les barreaux. Mais... Non. Ne donnez pas de mauvaises idées. Non, d'abord, c'est... Mais vous auriez peut-être plus de clientèle. Je ne pense pas et je ne souhaite pas parler de ça. Sujet délicat. C'est un sujet difficile et totalement dénué de réalité dans les circonstances de la pratique médicale. Donc... on sait où c'est, mais est-ce que, oui, effectivement, on dit que c'est plus rugueux, etc. Moi, je dois dire que je n'ai pas d'opinion là-dessus. Ça dépend peut-être des femmes, hein, tout simplement. Enfin, c'est pour dire que quand les femmes disent que c'est un mythe, déjà en général, c'est des femmes qui n'ont jamais eu affaire à un homme qui sait s'en occuper, j'allais dire. Ouais, c'est souvent les hommes qui disent que c'est un mythe, plus que les femmes. Ah bon? Ah oui. Enfin, moi, j'ai entendu quelques hommes qui me disaient c'est ridicule, c'est un mythe. Et je leur disais, écoutez, il faut peut-être écouter les femmes. Hein. Effectivement. Après, il y a beaucoup de femmes qui ne connaîtront jamais ça. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et d'hommes qui Mais en plus, les chiffres, d'après la dernière enquête qui a été faite, c'est assez important. Hein, les femmes qui ont eu ce phénomène Fontaine, alors peut-être pas systématiquement comme la compagne de Nicolas qu'on vient d'entendre, mais on n'est pas loin du 50%. Hein. Ah c'est très bien. Ça me paraît énorme, mais parfois c'est qu'une fois, hein, je veux dire. Ouais. J'entends bien, puis ça des fois juste un petit un petit écoulement, on ne sait pas trop ce que c'est, vous voyez, ou des fois ça peut être un jet qui monte à 1 mètre, donc les femmes, quand on ne sait pas ce que c'est, on a du mal à définir en fait. C'est bien pour ça qu'il faut de temps en temps en parler pour rassurer celles à qui ça arrive. Vous aviez une question à poser, je crois, Carla? Oui, en fait, c'était ça. Je me demandais si la fontanisation et le point G étaient de phénomènes indissociables, a priori. Oui, enfin, oui et non. C'est-à-dire que l'orgasme, on sait ce que c'est. C'est un lâcher de sphincter et des musculaires. Et donc... Alors c'est lié, mais ça n'est pas du tout obligatoire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas une femme fontaine qu'on ne jouit pas de manière intense. Donc on peut avoir l'un sans l'autre. Mais il paraît difficile d'être fontaine sans jouissance. Mais on peut jouir sans fontaine. Et est-ce que mais la question que pose Carla, moi, je jouissais avant de connaître. Oui. Non, mais la question que pose Carla, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a stimulation du point G qu'il y a phénomène Fontaine, hein? C'est ça votre question, je crois. Oui. C'est ça le déclencheur, le petit bouton en fait. Moi je crois, mais je ne permettrai pas de répondre de manière médicale. Moi, alors médicalement, je ne sais pas répondre, mais je pense qu'on peut avoir des jouissances très intenses sans avoir eu de caresse du point G. Mais est-ce que ça déclenche des phénomènes Fontaine ? À mon avis, oui, mais moi, je pense que oui, mais encore une fois, c'est complexe parce que si c'est lors d'une pénétration, il y a le pénis évidemment qui stimule le point G, mais est-ce que c'est suffisant? Bon. Mais à mon avis, oui. Moi, je dirais oui, mais je ne suis pas Dieu. Hein. Il faudrait demander à Dieu. Hein. C'est lui qui nous a créés. Il faudra faire une enquête alors. Il faudra faire appel aux auditrices, savoir ce qu'elles pensent. Il faudrait faire un questionnaire.
Voilà, mais il y a encore plein de choses à découvrir sur les jouissances féminines. Bon, en tout cas, merci Carla, merci beaucoup de votre témoignage qui donne de l'eau à notre moulin, si je puis dire, pour rester dans les liquides. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil, comment deviner ce que désire notre partenaire, et puis on va tester également ce joli jouet que j'ai là, que je viens de découvrir, et puis on va continuer bien sûr à vous donner la parole sur Sud Radio. Eh bien, Christian Jamin, c'est Estelle qui a testé pour nous ce jouet, cet œuf vibrant va-et-vient télécommandé, Rémi, que l'on retrouve bien sûr sur le site concordelove.fr. Bonjour Estelle. Bonjour Brigitte, bonjour Christian Jamin. Bonjour. Alors, comment on pourrait le décrire ? C'est un très gros spermatozoïde, on pourrait dire. Mais il a la queue qui est retroussée pour un spermatozoïde. Oui. D'habitude, c'est dans l'axe de la tête. Oui, il est courbé, c'est vrai. Voilà, il a une très jolie couleur, il est turquoise, voilà, et puis il y a une télécommande. Bref, alors... C'est donc un œuf vibrant. Alors l'intérêt de cette courbure justement, c'est qu'on introduit l'œuf dans le vagin, ça arrive bien sur le point G d'ailleurs. Et puis il y a la courbure, qui est une sous forme de petit papillon, qui donc arrive sur le clitoris. C'est ça, Estelle, je me trompe pas. C'est exactement ça. Bon, ça va, je connais l'anatomie féminine. Et donc, eh bien, une autre polliniseur, ce qui est intéressant, c'est que la partie à l'intérieur fait donc des va-et-vient. Il y a un petit piston, ça c'est génial, ça vient frotter délicatement, comme vous l'avez dit, au niveau du point G, c'est jouissif, littéralement. Et on a donc ce petit papillon qui vibre, qui se pose juste là où il faut, au niveau du clitoris, qui est tellement mieux qu'un rabbit qui a les deux petites oreilles qui en général ne marchent plus au bout de 3-4 fois. Celui-ci, je peux vous dire qu'il fonctionne longtemps. Ah, c'est un papillon qui dure longtemps, et généralement les papillons ça dure que 2-3 jours. Ah oui, le va-et-vient. Le va-et-vient est quand même très très intéressant. Alors il est un peu bruyant, c'est peut-être. Vous voulez tester, Christian ? Tenez. Voilà, je l'ai passé à Christian, excusez-moi pour cette seconde de silence. Oui, le va-et-vient est quand même, je pense, très très efficace. Oui. Là... C'est impressionnant. Et déjà, rien que de l'avoir en main, je trouve ça très excitant déjà avant de l'essayer. L'essayer juste dans la main, de se dire « Oh là là, ça va être bien ». Alors ça c'est pas mal parce que donc du coup on est excité avant même de le tester et c'est oui. Non franchement ça m'a l'air en effet très très intéressant et en plus il est très beau. Et il est beau, il est doux, il a une couleur vraiment chouette. Moi je trouve ça plutôt bleu ciel. Oui. Et non, c'est vrai que c'est bien la boîte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la boîte est blanche. Oui, la boîte. Il y a un premier étui avec un descriptif, mais si vous voulez le ranger discrètement dans une armoire, la boîte est blanche, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de dessin dessus. Et c'est bien aussi pour la discrétion. Oui, non, mais franchement, je pense que ça peut rendre pas mal de femmes heureuses, comme on dit. Mm-hmm. Je suis tout à fait d'accord. Quelle note vous lui donnez, Estelle ? Un bon 8 sur 10. 8 sur 10, d'accord. Bon, écoutez, en tout cas, cet œuf vibrant va-et-vient télécommandé Rémi, vous pouvez vous le procurer sur concordelove.fr. Et je rappelle que pour ceux qui s'inscrivent de la part de Sud Radio, vous aurez 15% de réduction. Et donc, il suffit d'aller sur le site. Merci Estelle, en tout cas. Merci beaucoup. On continue avec Carlos qui est avec nous. Bonjour Carlos. Bonjour Brigitte. Merci de prendre la parole. Christian est avec nous. Moi, je vous appelle pour vous dire que je pense que, en fait, pratiquement toutes les femmes peuvent être fontaines si elles le souhaitent. Oui, bien sûr, je pense, oui. Voilà. Après, c'est sur le plan anatomique. Maintenant, dans la réalité, c'est autre chose. Oui, Est-ce que tout le monde est équipé ? La réponse est oui. Est-ce que tout le monde peut y arriver ? La réponse est non. Oui, d'accord. C'est vrai, c'est une belle manière de formuler les choses, Christian Jamin. Allez-y, Carlos. Moi, j'ai découvert cela
vraiment par hasard, au cours d'une randonnée, une amie qui avait besoin de se faire masser et il n'y avait aucun acte sexuel de ma part. Oui. Et par la suite, quand j'ai été célibataire, puisqu'à l'époque j'étais marié, et par la suite j'ai divorcé, je me suis retrouvé célibataire et j'ai remarqué que en fait, 8 femmes sur 10 au moins pouvaient le devenir, quoi. Donc vous avez eu des partenaires qui devenaient femmes fontaines ou qui étaient déjà femmes fontaines? Qui le devenaient, qui le Qui découvraient. le devenaient, oui, oui. Mais c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas loin de 50%. Et votre témoignage le confirme bien, parce que si vous me dites 8 femmes sur 10, ce qui est largement au-dessus, ça ferait 80%. Hein. Mais peut-être que vous avez rencontré sans doute des femmes qui sont plus libérées sexuellement, et vous êtes peut-être moins nul que certains hommes, et on en arrive donc à 80%. Mais la moyenne de 40% me paraît assez juste. Ou alors vous rencontrez des particuliers. Alors, quel serait votre secret si vous pouvez aider les hommes qui nous écoutent et qui aimeraient aussi faire déclencher ce phénomène chez une femme? Le secret, c'est qu'on ne peut pas en avoir en particulier, il faut être attentif à l'autre, être ce qu'on est en train de faire. Mais est-ce que vous avez plutôt agi avec vos doigts ou avec votre pénis ou avec la langue? Ça me paraît difficile. Ou alors il faut avoir une langue de caméléon. Avec le pénis, c'est beaucoup moins, mais avec les doigts, c'est ça. 80%. Oui. Voilà, on en revient toujours à la même chose. Hein. C'est pas la braguette magique, c'est le doigt magique. Oui. Eh oui. Et je crois, j'ai déjà suffisamment entendu d'hommes, et je crois que quand on a découvert ça une fois, on devient très très curieux et de plus en plus habile. Ah, mais dans l'esprit, dans mon esprit du moins, j'avais besoin d'arriver à ça, quoi. Oui, alors ça c'est bien masculin hein, comme réponse. Bah, oui, mais bon. Oui. Non, mais maintenant, je suis de nouveau en couple. Ma partenaire est fontaine, mais j'ai pas besoin d'y arriver chaque fois, quoi. Non, bien sûr. Mais il faut faire attention quand même. Je le dis pas pour vous puisque maintenant vous êtes en couple et que voilà. Il faut quand même faire attention de pas vouloir arriver à ça quand on est avec une femme, parce que ça peut être très décevant si vous n'y arrivez pas, pour vous d'abord, mais même pour elle, parce qu'elle va se sentir pas capable ou je ne sais quoi. Donc c'est important que ça soit. Il faut pas que ce soit un objectif en fait. Oui, bon, personnellement, j'ai un jeu, ça comme oui. objectif. Hein. Non, bien sûr, mais je ne l'ai même pas évoqué quand je sentais que ça arrivait, quoi. Oui, bien sûr. Mais il faut pas imaginer qu'on y arrive systématiquement parce que c'est pas vrai ça. Oui, mais c'est bien qu'on on y arrive. C'est-à-dire que, bon, oui, c'est quand même l'acmé de l'orgasme, mais il y a des tas d'orgasmes sans émission d'urine. Donc, encore une fois, c'est bien, c'est un phénomène agréable qui est valorisant pour les deux, probablement avec tout ce qu'on a dit, mais encore une fois, il ne faut pas faire croire que si on n'est pas femme fontaine, c'est qu'on a raté sa sexualité. C'est pas du tout ce que je pense. Mais évidemment. Et c'est pas parce qu'on n'a pas réussi avec une femme qu'on est un mauvais amant non plus. Exactement. C'est pas le Graal à tout prix, quoi. Voilà. Mais bon, vous voulez ajouter quelque chose peut-être, Carlos? Non. De plus. Bon, merci en tout cas. C'est bien que les hommes témoignent aussi, parce que ils sont aussi souvent en cause, hein, en l'occurrence. Merci en tout cas, Carlos. On fait une petite pause, on donnera la parole à Sylvie dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, gynécologue, endocrinologue. Nous évoquons, finalement, on est parti totalement sur le point G, hein, depuis 14 heures. La lubrification, on l'a mis de côté. Hein. Moi qui avais sorti mes hormones d'emblée, je les ai rangées. Oui, enfin peut-être pas, on va voir. Bonjour Sylvie. Bonjour Brigitte et bonjour Christian. Bonjour. Alors écoutez, je vous ai écouté attentivement, notamment votre dernière réflexion, parce que moi je vais vous parler de mon vagin, qui est très très bien lubrifié.
Alors, j'ai 62 ans, je suis ménopausée depuis plus de 10 ans maintenant. Sans traitement de substitution ou traitement hormonal. Alors, j'ai été sous contraception orale pendant de mes 18 ans jusqu'à la ménopause en fait, donc très 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 longtemps. Avec une pilule qui, les dernières années, était une pilule que je prenais en continu et pour laquelle je n'avais pas de menstruation. Donc moi, ça me convenait, ça m'allait très très bien. Donc, par contre, il a été un petit peu plus délicat de savoir quand est-ce que j'abordais la périménopause, etc. Mais ce qui me l'a fait dire, en fait, c'est que j'ai eu des symptômes de bouffée de chaleur, essentiellement la nuit, jamais dans la journée. Alors, sécheresse vaginale, je l'avais, mais alors c'était plutôt lié à une sexualité qui était très en pause, on va dire, durant quelques années. Donc voilà, et puis cette vie me convenait très bien comme ça. Voilà, j'avais quelques relations, très très épisodiques. Bon, avec du désir, oui, mais pas de. Alors j'avais des problèmes. Je sais pas si c'était pas un problème, mais je mouillais pas forcément très bien. Bon, voilà, bref. Et le miracle de la vie, c'est que à la ménopause, je n'ai jamais autant de sécrétions vaginales et je suis mouillée en fait tout le temps. Mais alors, est-ce qu'il y a un homme dans l'histoire ou pas? Mais bien sûr. Voilà. N'est-ce pas? Mais c'est pour ça que je voulais, vous me disiez, Christian, c'est parce que c'est quelque chose qui me, je sais pas comment vous dire, ça me transporte, ça me révèle à moi-même dans toute ma féminité aujourd'hui, ce que je ne vivais pas auparavant. Mais en fait, le simple fait de penser à lui, parce qu'on se voit que le week-end, et parce qu'on habite à distance l'un de l'autre. Et en fait, le simple fait de penser à lui, je me lève le matin parce qu'on s'écrit beaucoup, et en fait, je suis déjà toute mouillée en fait. Et en fait, quand on est ensemble. Ben en fait, je suis une femme qui est devenue très désirante. Mais vous savez, je sais pas comment vous dire. Vous savez, Sylvie, je vois la tête de Christian, il devient très jaloux, hein. Donc je suis pas sûre qu'il va avoir envie de vous répondre. Pas du tout. J'étais en train de penser, mais il faut absolument que Brigitte prenne son numéro de téléphone parce que la prochaine fois qu'on parle de ménopause, vous serez invité avec moi pour expliquer tout ça parce que vous avez tout dit. Vous avez tout dit. C'est formidable. C'est-à-dire que vous avez dit que vous gardiez une sexualité très très agréable sans hormones. Bon, je peux vous dire que effectivement, quand vous faites l'examen gynécologique d'une femme, vous savez qui continue à avoir une vie sexuelle ou pas, parce que la sexualité, ça s'entretient. Enfin, vous avez tout dit pour illustrer le prochain topo sur la ménopause. Non, mais ce qui est intéressant, et merci de ce témoignage, Sylvie, c'est qu'encore une fois, il va à l'encontre de tout ce qu'on entend sur la sexualité des femmes après la ménopause. Vous êtes l'inverse de ce que les femmes croient ou disent ou entendent. C'est vrai, et pour en avoir discuté, alors avec des amis qui ont des difficultés, je pense que je suis pas la seule exception parce qu'il y a d'autres femmes comme moi, mais en même temps, je mesure la chance que j'ai parce que aujourd'hui, je vous assure, même quand je suis avec lui au lit, enfin, et le matin on se réveille, déjà on a un toucher très, le peau à peau,
c'est hyper, on se touche déjà et on se sent, on se ressent énormément. Et on a une très profonde connexion, charnelle, physique, émotionnelle, enfin tout ce que, voilà, et même spirituelle aussi. Et en fait, il me touche et je suis avant qu'il me prenne, mais je suis déjà, mais tout de suite, il y a même pas, ça dure même pas une minute, je sais pas, c'est en quelques secondes, c'est parti. Bah, ça s'appelle l'amour, hein, Sylvie. Oui, ça s'appelle l'amour, mais et vous savez, c'est comme je vous le disais, j'ai 62 ans et c'est juste magnifique ce qui nous arrive parce que moi j'ai rencontré l'homme de ma famille et lui aussi. Et donc, voilà, on a tout à vivre ensemble. Oui, non, mais c'est merveilleux parce que, en fait, moi, je travaille dans le concret, si je puis dire, c'est-à-dire les hormones, les régulations, pourquoi, pour qui, etc. Et là, vous venez de tout mettre par terre parce que vous venez de m'expliquer qu'avec votre cerveau et votre amour, eh bien, on peut se passer de tout ce que je dis. Quasiment. Et donc c'est formidable. Et alors bon, il y a des gens qui ont besoin d'aide avec des traitements hormonaux ou pas. Mais vous, c'est la puissance du cerveau. C'est extraordinaire ce que vous dites. Ah oui. Ouais, c'est vrai que le cerveau, enfin moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis passionnée d'ailleurs par le cerveau. Je lis énormément de choses, voilà, et surtout sur la plasticité du cerveau, parce que moi j'ai une maladie auto-immune qui attaque un peu mes neurones. Et donc, mais ça c'est une chose qui est. Sans doute que cette chance d'avoir rencontré un homme qui vous apporte ce plaisir et cet amour va un petit peu pallier votre maladie. Donc soyez plutôt positive, hein, parce qu'on sait surtout en ce qui concerne les maladies auto-immunes. Hein. On sait que quand il y a une vie amoureuse plus riche, bien épanouie, ça atténue les symptômes. Mais ce qui est quand même important à dire pour toutes les femmes qui écoutent, il y a certes une catégorie de femmes qui sont des grandes jouisseuses et qui sont pas si nombreuses que ça. Et puis, il y a toute une catégorie de femmes qui vont, dans leur vie, rencontrer 1 ou 2 ou 3, j'allais dire maximum 5 hommes, avec qui il va y avoir cette alchimie extraordinaire sur le plan sexuel. Et quand on les a rencontrés jeunes, malheureusement, c'est un petit peu plus sec sur la fin de sa vie sexuelle, si je puis dire. Et puis quand on a la chance, à 60 ans, de rencontrer cet homme-là, c'est extraordinaire parce que du coup, on n'a pas l'impression qu'on a vieilli et puis voilà. Mais c'est chaque cas, encore une fois, est un cas particulier et c'est pour ça qu'il faut toujours dire aux femmes restez ouvertes, quoi. Restez, ça peut arriver. Oui, mais ce qui est important, c'est que ça s'entretient. Oui, si ça arrive, il faut avoir effectivement, entretenu. On voit des femmes qui restent des années sans rapport sexuel. L'objet, si je puis dire, a disparu. Tandis que vous l'aviez entretenu, et votre cerveau l'a entretenu, et votre amour l'a entretenu. Et c'est formidable. Et ça veut dire que avec de la chance, et surtout de bons choix, eh bien, on arrive à entretenir ce bonheur. Vous l'avez rencontré il y a combien de temps, cet homme, Sylvie ? Ça fait 4 mois, c'est très récent aussi. Ah oui, c'est très très récent. Bon, donc on est un peu dans cette fusion un peu mais je dirais pas, j'allais dire passionnelle, mais même pas, parce que vous avez dit le mot, comme l'a dit Nicolas aussi, que c'était, vous avez employé un mot. L'alchimie, oui. L'alchimie. L'alchimie, en fait, c'est une alchimie entre nous. Et ça, franchement, mon expérience et mes connaissances me permettent de l'affirmer très très clairement. Ça ne s'explique pas et on ne sait pas quand ça nous tombe dessus. Mais quand ça nous tombe dessus, il faut savoir en profiter. Ce qui ne veut pas dire forcément, malheureusement, que l'entente au quotidien sera aussi bonne. Il y a parfois des rencontres
charnels, qui sont avec cette alchimie, mais malheureusement, on ne peut pas s'entendre parce qu'on est de cultures trop différentes, d'âges trop différents ou de caractères trop différents. Mais quand on a la chance qu'il y ait cette alchimie plus une bonne entente, ce qui a l'air d'être votre cas, eh bien, youpi, quoi. Oui. Voilà, youpi, comme vous dites. Mais oui. Et puis, je vais juste rajouter quelque chose parce que je pensais à ma mère qui me disait, parce que je lui ai posé la question à un moment de la ménopause, quand est-ce qu'elle avait été ménopausée elle-même. Et elle m'avait répondu une réponse choquante pour moi. Elle m'avait dit, oh ma fille, de toute façon, la ménopause, sa vie sexuelle, sa vie sentimentale, tout ça, c'est fini. Ne compte pas que ce soit. Elle m'avait détruit le truc. Ah oui, pourtant ça vous a pas marqué. Ça m'a pas du tout. Vous l'avez pas cru. Vous l'avez pas cru. En fait, non. Ben, heureusement. J'ai dit c'était ta vie. Intérieurement, je me suis dit, écoute maman, toi c'est ce que tu as vécu, mais moi je le vivrai pas. Ah oui, donc vous avez pris votre revanche. C'est que toujours ce que je dis, on fait comme maman ou on fait le contraire. Et on n'a pas le choix, nous les femmes. Exactement. Ben merci en tout cas de ce joli témoignage, ça fait du bien. Hein. Oui, ça fait du bien. Ouais. Merci Sylvie. Et puis promis, on va garder votre numéro pour Christian la prochaine fois. Pour l'émission. Ben, j'ai bien compris, non, mais je me permettrai pas, enfin, Christian. J'ai pas envie que vous alliez en prison. Merci Sylvie. On va conclure avec Patrick qui veut nous parler de la zone. Vous avez découvert la zone, Patrick. Bonjour. Bonjour à vous deux. Je ne l'ai pas découvert, mais j'ai cherché en tous les cas, et oui, je l'ai bien trouvé. Et ah bah si on cherche, on trouve, hein, c'est bien connu. Et on trouve généralement ce qu'on cherche. Hein. Oui, en plus, c'est pas très compliqué à trouver, je trouve. Hein. Autant il y a d'autres choses, parfois ça change vraiment d'une fois à l'autre, autant à chaque fois j'ai bien trouvé cette petite zone un peu plus rugueuse sur le dessus de la paroi intérieure. J'aurais aimé de sourciller, j'aurais aimé trouver une fontaine, ça s'est jamais produit. Et je dirais que pour moi, le point G, c'est pas le point ultime ou le truc un peu magique qui ferait décoller au 7e ciel à tous les coups. Non, ça c'est vrai. Je l'ai plutôt incorporé, je dirais, dans le cadre d'un clinique, par exemple, dans lequel j'introduis mon doigt pour accentuer la pression à l'intérieur. Je vois que ça marche pas mal. C'est vrai. Ça a l'air de fonctionner. C'est très vrai ce que vous dites. Ça peut permettre un orgasme un peu plus fort ou en tout cas différent lors d'un CUNY. Et puis ce qu'on a oublié de dire, et ça c'est quand même important, pour certaines femmes, la stimulation du point G peut être désagréable, irritante, un peu même gênante. Donc c'est quand même à manier avec précaution. Et ça, on a oublié de le dire. Et douloureux. Et douloureux. Oui. Très grande précaution sur, en tous les cas, la temporalité. Il ne faut surtout pas se précipiter dessus au tout début. Il faut avoir laissé un peu les choses se faire. D'abord parce qu'il y a des femmes qui ne supportent pas quand un doigt s'introduise dans leur vagin, comme ça, sans qu'elles connaissent trop l'identité de ce doigt. Hein. Et puis il y a des femmes qui ont, au moment de l'orgasme, le mot, je sais pas le mot, on dit hyperesthésie, c'est-à-dire qu'elles ont une perception du toucher qui devient douloureuse au moment de l'orgasme. Donc il y a des femmes qui ne supportent pas qu'on continue les gestes après l'orgasme parce que ça leur fait mal. Merci de ce témoignage, Patrick, parce que c'est vrai que c'est des précisions qu'on n'avait pas données tout au long de ces 2 heures. Et encore une fois, j'utilise ça tout de suite, même quand je commence à avoir une introduction de mes doigts, je ne vais pas me précipiter dessus. Ça, c'est vraiment presque milieu vers la fin. Je commence à utiliser ce toucher-là parce que je sais que ça peut être presque désagréable si c'est fait trop tôt. Mmh. Et c'est là où, encore une fois, où on en revient à ce qu'on dit depuis le début de l'émission. Chaque femme a un mode d'emploi. Hein. Voilà, et c'est un bon allié, comme tout ce qui est lié au clitoris. C'est un très bon allié pour nous les hommes. Mais oui. Mais c'est pas le point starter qui permet de déclencher l'orgasme, comme certains hommes ont tendance à le dire. Hein, mais ça, c'est des prétentieux. Hein. Ou des optimistes qui aimeraient avoir ce genre d'endroit très, très formaté
et très très segmenté pour qu'on puisse dire tiens j'y suis, c'est bon, je peux foncer et ça va faire une explosion atomique. Vous savez, il y en a même qui trouvent pas le clitoris, alors hein. Bon, enfin ça c'est une autre histoire. Ben, merci en tout cas, merci beaucoup Patrick de ce témoignage. C'est vrai qu'il était bien aussi d'émettre quelques précautions. Le mot de la fin, Christian ? Eh bien, comme je vais répéter ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je crois que c'est Bergson qui parlait du mécanique plaqué sur du vivant. Je suis pas sûr de la citation, hein, mais c'est-à-dire que il y a le vivant. Le vivant, ça s'appelle le désir, ça s'appelle l'amour, ça s'appelle le bonheur. Et puis, il y a le mécanique. Alors, j'allais dire, le mécanique, c'est un peu moi et mes hormones, mais on peut très bien s'en passer. Mais il faut pas non plus s'en priver. Donc oui, le mécanique plaqué sur le vivant, peut-être qu'un auditeur confirmera que c'est Bergson qui a dit ça. Mais en tout cas, ça existe et plus là que jamais, c'est-à-dire que l'amour, le bonheur, le plaisir, la sexualité, la femme fontaine, oui, il faut des hormones, mais pas forcément. Merci en tout cas Christian Jamin de toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes gynécologue. Et puis demain on sera avec Hugues. On va parler des répercussions sur la psyché quand une femme a subi une fausse couche, une IVG. Et on vous aidera à mieux comprendre comment aller mieux. Tout de suite vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. À demain.